Salut à tous, bienvenue sur France Monde. Est-ce que MAGA Mike vient tout juste d'admettre que Trump a un problème politique à l'approche des élections de mi-mandat? Je pense que oui. Apparemment, même la salle de spin n'arrive pas à tapisser toutes les fissures. Nous commençons à voir le succès historique se refléter dans des sondages extraordinaires. Nous avons d'excellents sondages. Dans le sondage Rasmus de la semaine dernière, nous sommes en tête chez les électeurs hispaniques. Nous sommes en tête et de loin. Personne n'a jamais vu un républicain mener chez les électeurs hispaniques. Vous savez, les électeurs hispaniques ne veulent pas de criminalité. Les gens s'en rendent pas compte. Les électeurs hispaniques veulent des frontières solides parce qu'ils savent ce qui arrive et ils en veulent pas. Ils sont formidables. Ils ont été formidables. Nous avons tellement bien fait à l'élection avec les électeurs hispaniques, dans le monde de Trump, un seul sondage favorable est traité comme un amendement constitutionnel. Nous avons eu un petit contretemps avec certains électeurs hispaniques et latinos, c'est certain, parce que certaines mesures d'application de l'immigration ont été perçues comme excessives. Quand ils disent petit contretemps, ça veut généralement dire que l'alarme incendie sonne déjà. Oh, ça va faire mal. Vous voyez, l'un des moments les plus dangereux pour toute administration, c'est quand ses propres dirigeants commencent à admettre qu'il y a un problème. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine avec le président de la Chambre, Mike Johnson. En prenant la parole à une retraite de politique républicaine au lieu de travailler, Johnson a reconnu que le Parti républicain avait eu ce qu'il a appelé un petit contretemps avec les électeurs hispaniques, parce que les mesures d'application de l'immigration étaient jugées excessives. Hein? C'est agréable de voir que Saint Mike choisit ses mots avec soin quand il décrit des actions tellement horribles que Trump lui-même a choisi de congédier son secrétaire à la sécurité intérieure. Et le reste de ses fanatiques, en costume à cause de ça, Washington trouve toujours une formule polie quand la réalité, elle, hurle déjà des états bleus, mais il y a eu certains reculs significatifs dans les gains de Trump auprès de la population hispanique. Êtes-vous le moindrement inquiet de voir les républicains conserver ces électeurs? Non. Je crois bel et bien que le déplacement démographique que nous avons pu voir et vivre lors de l'élection de 2024 va se maintenir. Je crois qu'un grand nombre de ces nouveaux électeurs et de ces groupes démographiques qui n'avaient pas traditionnellement été avec le Parti républicain sont avec nous. Nous avons eu un petit contretemps avec certains électeurs hispaniques et latinos, c'est certain, parce que certaines mesures d'application de l'immigration ont été perçues comme excessives. Et vous savez, chacun peut le décrire différemment, mais voici la bonne nouvelle, nous sommes en mode correction de trajectoire en ce moment. Nous allons avoir un nouveau secrétaire à la sécurité intérieure. Marc Wenmullin va faire un excellent travail dans ce rôle. Je suis certain qu'il sera confirmé par le Sénat. C'est un gars réfléchi. Il apportera une approche réfléchie. Vous avez quelqu'un comme Tom Homan qui a 40 ans d'expérience sur le terrain et qui a été décoré par d'anciens présidents démocrates pour son savoir-faire et son expertise. Et il est allé à Minneapolis et a ramené le calme dans le chaos là basse. C'est ce que vous allez voir. Correction de trajectoire, c'est toujours une formule charmante quand personne ne veut dire ça nous a explosé au visage. Maintenant, voici le fond de l'affaire. L'importance de l'aveu de Johnson devient claire quand on regarde les chiffres, n'est-ce pas? Les électeurs hispaniques ont été l'un des aspects les plus surprenants de la coalition de Trump en 2024, l'aidant à reprendre la Maison-Blanche. Mais ces tactiques d'application de l'immigration jugées excessives ont commencé à éroder cet appui. Les sondages et les analyses politiques montrent une insatisfaction croissante chez les électeurs hispaniques envers la stratégie d'immigration de l'administration, plusieurs affirmant que ces tactiques vont trop loin. Maintenant, Johnson a clairement essayé d'atténuer l'impact de ses propos en disant que le parti est maintenant en mode correction de trajectoire. Mais à mes oreilles, ça sonne comme si vous étiez en train d'admettre que vous avez merdé, et qu'il est peu être trop tard pour réparer ce que vous allez bientôt découvrir. Je veux dire, il est là à soutenir que les républicains vont ajuster le message et la direction au département de la sécurité intérieure afin de rassurer les électeurs hispaniques que le parti, je cite, se soucie d'eux. Mais
le simple fait que le président de la Chambre parle de correction de trajectoire vous dit quelque chose d'important. Les corrections de trajectoire n'arrivent que lorsque la stratégie initiale ne fonctionne pas. Et cela arrive au moment même où Trump et la Maison-Blanche nient qu'un message ait été envoyé aux représentants républicains leur demandant d'arrêter de parler des déportations massives, ce qui était, vous savez, un point central de sa campagne présidentielle. Mais en ce moment, eh bien, la répression migratoire qui devait dynamiser la coalition de Trump semble créer de nouvelles vulnérabilités politiques. Le véritable danger pour Trump, toutefois, c'est pas seulement de perdre un peu d'appui, c'est de perdre l'appui précisément des électeurs qui ont contribué à lui donner la victoire. Et sans oublier qu'il perd aussi de l'appui auprès d'autres groupes clés qui l'ont aidé à revenir au pouvoir. Il s'avère que gouverner à coup de slogans de rassemblement devient un peu instable une fois que de vraies personnes doivent vivre avec la politique. Comme l'a souligné Harry Enten de CNN, chez les électeurs blancs sans diplôme universitaire, son appui au sein de ce groupe diminue. Les indépendants, bon sang. Même les agriculteurs ont du mal à avaler l'huile de serpent ces jours-ci. Le discours de vente paraît moins magique quand la facture arrive. Il y a eu des prévisions selon lesquelles l'engrais augmentera encore de 100 $ la tonne, en plus de l'argent qu'on perd déjà tel quel. Alors, c'est vraiment triste que l'agriculture soit rendue au point où nous perdons de l'argent juste pour continuer à la faire. Et puis, avec tout ce qui se passe, il y a tellement d'incertitudes. Nous sommes habitués à composer avec des marchés qui montent et descendent, mais quand on voit une hausse aussi importante dans un laps de temps aussi court, c'est vraiment ça, vraiment, qui rend la situation plus difficile à gérer. Nous avons énormément en jeu d'un jour à l'autre, et la nuit, parfois, il peut être difficile de dormir. Beaucoup de gars ont tout simplement dit « c'est fini, on va arrêter ». Ils raccrochent, il y a des ventes partout, énormément de ventes de fermes. Sur le plan financier, cela cause aussi beaucoup de problèmes de santé mentale. Voilà la partie de l'histoire qui n'entre jamais dans le communiqué triomphaliste. Et écoutez, c'est pas seulement dans les sondages, nous voyons déjà l'impact de cela dans les élections spéciales à travers le pays, au Texas, en Pennsylvanie. Même ceux qui ont décidé que Marjorie Taylor Greene était la personne idéale pour les représenter à Washington, envisagent cette fois-ci l'option démocrate pour combler son siège. Rien ne recentre l'esprit aussi vite que de découvrir que la performance politique a de vraies conséquences. Je dirais que le mot pour décrire cela, pour les démocrates, c'est énorme. Énorme participation. Je veux dire, ouf. La participation à la primaire démocrate pour le Sénat au Texas, la plus élevée de l'histoire, c'était cette primaire-ci. Nous sommes déjà rendus à 2-3 millions, et ce n'est qu'avec 92% du vote estimé dépouillé. Ce chiffre va encore grimper. La moyenne des années 2000 était inférieure à 1 million. Ils ont plus que doublé la participation moyenne aux primaires démocrates texanes. Pour le Sénat, les démocrates sont sortis voter. Cela bat l'ancien record, qui était de 2 millions, et c'était dans une année de primaire présidentielle entre Obama et Clinton. Et ceci a battu ce record. Les démocrates sont vraiment enthousiastes. Comme je l'ai dit, le mot pour décrire cela, c'est énorme. Quand la participation commence à battre des records, les éléments de langage habituels ont soudain l'air un peu essoufflés. J'arrive même pas à croire que ça ait battu 2008. Les gens, si vous pouvez vous souvenir d'aussi loin, c'était une course tellement importante au Texas, il y avait tellement d'attention, et pourtant il y a encore eu plus de gens à voter dans celle-ci que dans celle-là en 2008. Et comme par des gens qui ont voté au total, ce n'est pas seulement que ces 2-3 millions représentent une portion si importante, la plus grande de l'histoire pour une primaire démocrate texane pour le Sénat, c'est que plus de gens ont voté dans la primaire démocrate que dans la primaire républicaine. Regardez ça. Par des bulletins de vote aux primaires de mi-mandat au Texas. Regardez ça. La moyenne des années 2000, si vous regardez les années 2000, en moyenne, vous voyez ceci, les républicains surpassent les démocrates. Plus de gens choisissent le bulletin républicain que le bulletin démocrate dans les primaires de mi-mandat
à raison de 60% contre 40%. Une marge de 3 contre 2. Mais regardez, jusqu'ici, chez les démocrates, plus de gens choisissent réellement le bulletin démocrate. C'est extrêmement, extrêmement inhabituel, 51% contre 49%. Et jusqu'ici, il y a en fait eu plus de bulletins républicains estimés comme ayant été dépouillés que de bulletins démocrates. Donc cette marge pourrait encore grimper. Et je tiens à souligner que c'est la première fois que les démocrates surpassent les républicains dans une saison de primaire de mi-mandat au Texas depuis 2002. Ce n'est pas exactement le genre de courbe qu'on encadre pour la retraite des donateurs. NBC News qualifie maintenant cela comme une projection selon laquelle cette course ira à un second tour, que Sean Harris, candidat démocrate, et Clay Fuller, candidat républicain, obtiendront tous deux les 2 premières places. Personne d'autre ne peut accéder à l'une de ces 2 premières places. Et ces 2 candidats passeront au second tour d'avril. Donc, encore une fois, c'est la qualification officielle de NBC News fondée sur tout ce que moi et Adam avons été en train d'analyser ici même. Et encore une fois, ils ne font aucune qualification quant à la première ou à la deuxième place ici. Pas la place, juste que Harris et Fuller seront les. Ils disent simplement que ce seront vos 2 premiers et aucune qualification sur qui finira premier ou deuxième. Mais encore une fois, c'est tout à fait possible ici. En fait, simplement en se basant sur la tendance du vote qu'Adam partageait, là, je pense qu'il y a de très bonnes chances ici que Sean Harris puisse terminer en première place. Mais aussi, je voulais discuter de cela pour prouver que nous nous soucions profondément des pensées des plus puissants parmi les puissants et que nous lisons les commentaires. J'ai remarqué qu'il existe une coalition de sceptiques qui ont l'impression que nous propageons parfois de l'optimisme. Maintenant, croyez-moi, je suis écossais. L'optimisme, pour commencer, c'est quoi ça? Mais je comprends que la seule chose que nous ne pouvons pas faire, et je l'ai déjà dit auparavant, c'est sous-estimer Trump et cette administration. Je ne vis pas et je ne meurs pas au rythme des sondages, mais ce serait naïf d'ignorer les tendances. En plus, les démocrates se déplacent en nombre record. Ce sont des faits. Ils sont compétitifs dans des circonscriptions profondément rouges. Ce sont aussi des faits. Maintenant, les élections de mi-mandat sont habituellement difficiles pour le parti qui contrôle la Maison-Blanche, en général, mais elles sont particulièrement difficiles quand des groupes d'électeurs clés commencent à s'éloigner du parti. Je dirais que souligner cela ne revient pas du tout à propager de l'optimisme. C'est identifier les secteurs où Trump a abandonné ceux qui lui avaient accordé leur confiance pour le propulser de nouveau au pouvoir. Et ces tendances comptent parce que nous sommes dans une chambre où les républicains ne détiennent qu'une majorité extrêmement mince et même une poignée de sièges renversés pourrait changer le contrôle du Congrès. Une majorité ultra mince devient encore plus fragile quand le message tient surtout par le déni et l'éclairage de scène. Les démocrates au New Hampshire ont aussi ajouté hier soir à la série de victoires du parti dans les élections spéciales. Le démocrate Bobby Burns a battu le républicain David Finch pour faire basculer un siège législatif d'État dans un district que Trump avait remporté par 9 points en 2024. Le Democratic Legislative Campaign Committee affirme qu'à l'échelle nationale, les démocrates ont fait basculer 28 sièges dans des territoires républicains et dans des États clés depuis l'élection de Trump. C'est un chiffre brutal pour quiconque prétend encore que les voyants d'alerte sont purement décoratifs. C'est fascinant pour moi de voir que les démocrates parlent maintenant des prix de l'essence. Sous Obama et sous Biden, ils ont essayé de détruire l'industrie pétrolière et gazière américaine. Donc, nous voulons que les prix baissent. Je pense que, malheureusement, les prix vont rester élevés pendant un certain temps jusqu'à ce que cela se termine. Mais avec le pétrole vénézuélien qui arrive, avec le pétrole et le gaz américain qui arrive, avec, espérons-le, une résolution positive à ce conflit, alors les prix baisseront encore davantage. Le briefing à la Trump promet toujours le soulagement juste après le prochain virage, comme un vendeur qui pointe l'horizon avec assurance sans jamais l'atteindre. Et quand la personne qui livre le message d'avertissement n'est ni un stratège démocrate, ni un commentateur libéral,
mais bien le président républicain de la Chambre qui admet publiquement que son parti a un problème avec un groupe crucial d'électeurs. Encore une fois, il serait naïf de ne pas souligner le fil conducteur. Voyez-vous, pour Donald Trump, c'est pas seulement un défi de communication. Pour moi, c'est un signal d'alarme en vue des élections à venir. Une fois que votre propre camp commence à traduire le problème dans un langage plus doux, c'est généralement que le problème parle plus fort qu'eux. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. France Monde vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.